Il y a cette petite question toute innocente qui peut parfaitement ruiner une soirée. Ah oui, dans le bon sens du terme, évidemment. Ouais, totalement. La question c'est, où était la styliste au temps 5 et surtout, qu'est-ce qu'elle a vu? C'est d'ailleurs l'accroche qu'on a choisie pour notre article, notre analyse de chronologie Babylone 2500. Exactement. Parce que c'est fou, avec une simple boîte et quelques crayons, la table du salon devient une vraie scène de crime. Et le plus drôle pour le coup, c'est que cette scène de crime, elle est d'un silence mais absolu. Ouais, on entendrait voler une mouche. C'est ça. En rédigeant notre test pour ce troisième opus, j'ai vraiment été frappée par ça. La façon dont le jeu prend les vieux concepts de déduction et les tord dans tous les sens. Pour en faire une expérience presque, mathématique. Mais avant de parler des nœuds au cerveau, parlons un peu du matériel. Mhm. Parce qu'on oublie les dés du bon vieux Cluedo, là. À la place, on a un système de cartes perforées. Ah oui, ça rappelle vraiment la mécanique de Turing Machine pour ceux qui connaissent. C'est exactement ça. On superpose une carte trouée sur une autre, Et c'est ce système purement physique qui va valider ou non notre logique. un peu comme un ordinateur analogique en carton, quoi. Ouais, c'est une trouvaille redoutable, surtout pour gérer la distribution des informations entre les joueurs. Vas-y, explique un peu comment ça marche en pratique. Quand on pose une question sur un personnage, la carte révèle deux choses. D'abord, une donnée publique qui est écrite en vert. Que tout le monde entend et note scrupuleusement dans son coin. Voilà. Et ensuite, une donnée privée. Celle-là, elle est cachée derrière un paravent. Et seule la personne qui a posé la question peut la voir. Et c'est ce demi-secret permanent qui crée une tension folle. Totalement. Mais là où ce Babylone 2500 m'a vraiment fasciné par rapport aux boîtes précédentes, Celle de Paris ou Cusco, c'est ça? ouais, c'est qu'ici, on ne cherche plus de simples coordonnées géographiques, on cherche des symboles. Et c'est là que la difficulté bascule complètement. Ah c'est sûr. Au lieu d'indiquer direct genre la styliste dans les jardins, le jeu annonce la styliste a vu le symbole de l'engrenage. Et le piège absolu, c'est que cet engrenage, il est visible à la fois depuis les jardins et depuis le laboratoire. C'est ça. Donc c'est très indirect. C'est comme essayer de deviner le menu d'un resto juste en regardant les taches sur la chemise des clients à la sortie, quoi. C'est une excellente métaphore. Et ça demande de tout recouper. Ouais. D'ailleurs, dans notre article, on parlait de l'âge recommandé sur la boîte. Ah oui, le fameux 10 ans et plus. Franchement, on a jugé ça un peu très optimiste, non? Optimiste est un faible mot, oui. La règle de base s'explique vite, ça c'est vrai. Mais jongler mentalement avec ces symboles croisés, Faut s'accrocher. faut une sacrée gymnastique. C'est pour ça qu'autour de la table, l'ambiance c'est, on l'a écrit dans l'article, moitié concentration, moitié panique polie. La panique polie, c'est tellement ça. Surtout avec cette cruauté hyper élégante dans les interactions. Ah, la fameuse cruauté de la question parfaite. Ouais, celle qui te donne exactement la pièce manquante de ton puzzle, mais qui livre aux autres une info publique totalement inutile. C'est jubilatoire. Mais bon, cette froideur mathématique, elle a un prix. C'est le gros bémol qu'on a soulevé, tu te souviens? Oui, le côté sudoku de luxe. C'est ça, c'est un sudoku élégant, mais très froid. Il n'y a pas de véritable narration. Le thème de Babylone en l'an 2500 est joli, mais ça reste un habillage. Et puis, il n'y a que 15 scénarios finis. Une fois résolu, rejouer, c'est compliqué. Sans compter la règle de fin de partie. C'est super abrupt. Si on tente de résoudre l'enquête et qu'on se trompe sur un détail, Éliminé. c'est hyper frustrant. On est juste expulsé du jeu et on regarde les autres. Ce qui peut vraiment plomber l'ambiance. C'est pour ça qu'on a suggéré cette petite variante maison dans notre test. Ah oui, la règle pour sauver la soirée. Voilà, laissez la personne qui s'est trompée vérifier la solution en secret. Elle perd, bien sûr, mais les autres peuvent continuer à jouer normalement. Ça change tout. C'est quand même dingue, un jeu d'enquête multijoueur où en fait on gagne en se taisant. Un paradoxe très efficace. Et c'est pour ça que le mode solo chronométré marche aussi bien. On bat son propre temps d'optimisation. Bon, du coup, en conclusion de notre article, on a mis la note de 4 sur 5. C'est ça. C'est parfait pour les amateurs de carnets noircis, genre les fans de cryptides. Ouais, ceux qui aiment superposer les règles logiques, mais à éviter clairement si on cherche de l'ambiance et des grands éclats de rire à l'apéro. Tout à fait. Ça m'amène d'ailleurs à une petite réflexion finale. C'est presque ironique. Comment ça? On vit dans une époque hyper numérique. On est entouré d'écrans tout le temps. Mhm. Et pourtant, l'apogée du suspense et de la surchauffe neuronale arrive quand on aligne physiquement des bouts de carton troués sur une table. C'est vrai que c'est fascinant quand on y pense. Peut-être que notre cerveau a juste besoin de se déconnecter des écrans et de manipuler la logique avec ses mains pour retrouver le vrai frisson de la réflexion pure, quoi.